Bonjour Otman. Bonjour, Jeanne. Je suis contente de t'avoir avec moi dans ce podcast dans lequel on parle beaucoup de changements. Tu sais, comme levier important pour se transformer, s'améliorer, s'adapter, mais aussi comme levier pour le bien-être et pour la quête de sens et la perf. Bon, toi, tu es consultant en institutions financières, en système bancaire, dans différentes régions du monde, en Europe, en Afrique du Nord et dans les États arabes aussi. Et j'avais envie d'explorer avec toi un sujet qui me paraît super important, qui est le lien entre, tu vois, l'humain et la croissance. Donc, première question qui me vient à l'esprit, quel lien tu fais entre l'humain et la croissance? Bonjour, Jeanne. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de participer à ce podcast et apporter tout ce que j'ai pu voir durant ma carrière et ce qui pourra servir à d'autres personnes pour évoluer, s'améliorer et comme le dit l'adage, on apprend en partageant. Donc, mais pour moi, c'est une expérience enrichissante. Donc, merci pour l'invitation. Et je vais donc du coup répondre à ton point. Donc, comme tu l'as dit, donc je suis consultant en banque. J'ai eu, alhamdoulilah, l'occasion de voir beaucoup d'environnements durant ces 10-15 ans passés. Donc, j'ai pu voir quelques banques, j'ai pu voir quelques sociétés, quelques boîtes d'assurance. Et le fait que ça soit au Maroc, un peu en France, un peu en Afrique de l'Ouest, un peu en Tunisie, etc., etc. euh, la première chose qui nous marque, c'est la différence de culture qu'on peut trouver dans différentes boîtes, même au sein même d'un même pays. On voit qu'il y a des choses qui sont importantes, et il y a des choses qui sont très intéressantes. On voit que tout ce qu'on nous a appris depuis tout jeune, euh, tout est toujours axé sur la compétence, sur l'intelligence, sur comment dire, l'efficacité, cette personne est brillante, etc., etc. Et en fait, quand on va sur le marché du travail, on voit que c'est un autre langage. Ce n'est pas que ça. Des fois, c'est pas du tout ça. Mais c'est d'autres formes d'intelligence qui prennent le devant, comme l'intelligence sociale, qu'on connaît tous, l'intelligence émotionnelle, euh, qui font que la personne qui va sortir d'école et qui va rejoindre une entreprise autant que jeune diplômé, elle est, ça va conditionner toute sa progression en fonction de comment est-ce qu'elle a une écoute active, est-ce qu'elle réalise qu'elle ne, ne va pas apporter encore quelque chose à l'entreprise, si ce n'est de la bonne volonté, de la motivation, de l'énergie, de l'écoute, etc. Et finalement, c'est ces choses-là qui font que la trajectoire de tel ou tel salarié peuvent être différentes, de manière déjà pour l'individu et indirectement pour l'entreprise qui les recrute. Donc, pour répondre à ton point, il y a, en tout cas ce que j'ai eu l'occasion de voir, il y a un lien très fort entre les soft skills et la performance, qui finalement, même si on n'arrive pas à l'atteindre de manière directe, on l'atteint souvent de manière indirecte. Et pour toi, quelles sont les soft skills les plus importantes et essentielles justement pour pouvoir permettre aux personnes de s'adapter, tu vois, de se sentir partie de l'aventure entrepreneuriale dans laquelle ils sont, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité ou l'environnement dans lequel ils vont être. Le premier soft skills qui me vient à l'esprit, c'est la bienveillance. C'est-à-dire, quand on est dans une entreprise, on essaie déjà d'aider au maximum, en tout cas d'apporter au maximum, euh, soit de l'aide, soit une information. Des fois, ça peut être une simple information qu'on va partager à quelqu'un ou quelqu'un qui va, par exemple, être recruté dans une entreprise, c'est son premier jour. Donc, il y a des personnes qui vont aller vers lui, qui vont lui proposer de venir déjeuner. Et donc, ces personnes-là, en général, euh, ils produisent beaucoup d'impact positif autour d'eux. Et c'est quelque chose qui est exponentiel, c'est-à-dire
si moi je t'apporte de la bienveillance ou je te partage juste une expérience pour t'éviter de faire la même erreur que moi, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel, ben déjà ça crée une certaine... Déjà il y a des liens qui se font et, euh, et par la suite, voilà, donc c'est le positif va aller amener du positif. Quand la personne n'est pas très bienveillante et quand elle va aller rencontrer une personne qui est bienveillante envers elle, va la pousser à être bienveillante. Ou en tout cas, à être la moins malveillante possible. Parce que voilà, c'est toujours le plus qui gagne. Après, bon, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'écoute active. Il y a, il y a le fait que, voilà, il y a des gens qui, il faut pas, il faut oser dire que j'ai pas compris. Il faut oser aller demander, avoir l'information. Oser dire qu'on n'est pas bon dans un domaine et qu'on souhaiterait que la personne puisse nous aider. Alors ça, par contre, j'ai vu ça plusieurs fois. فاش كتكون في شي بلاصه وكتمشي عند شي واحد وكتقول له الله يخليك ما فهمتش انا هاد الدومين هذا ديالك ما كنفهم فيه والو عافاك غير فسر ليا وخذني على قد عقلي انا ما كنفهم في هادشي. Déjà 50% du travail il est fait. La personne quand tu viens chez elle comme ça et que tu montres que tu ne sais pas, que tu comptes sur elle pour qu'elle t'apprenne, et là tu as 50% déjà de chance que cette personne-là, même si elle n'a pas le temps, elle va te trouver un créneau pour t'aider. Parce que c'est la manière, on va dire, sincère avec laquelle tu vas aller demander l'information. D'autres personnes qui peuvent être intelligents, qui peuvent être plus qualifiés, mais qui ont un peu d'ego. Et donc ils disent non, je ne vais pas aller me griller devant tel ou tel, je ne vais pas lui dire que je ne sais pas. Il va me prendre pour un nul ou il va me dire que... Alors qu'on est, par expérience, on est, je pense, tous nuls quelque part. Et donc c'est ça le principe. Et donc voilà, donc ça, là, je pense que euh, quelqu'un, le premier soft skills aussi qui me vient à l'esprit, qui est très important, c'est quand tu es dans une entreprise, يكون راسك صغير. Pas forcément besoin de jouer les héros et montrer que tu as vu mieux ailleurs, que tu es là, que en fait chez vous c'est pas bien. Et tu sais finalement ça rejoint beaucoup ce qu'on fait en dehors de l'entreprise. On connaît tous ces enfants qui vont chez les gens, qui vont aller ouvrir le frigo, qui vont pas respecter l'endroit où ils vont, qui vont venir imposer un petit peu leurs règles et commencer à juger. Ah, vous avez ça, cet oreiller, c'est jaune, non, j'aime pas, c'est pas beau. Et donc déjà, tu rentres déjà avec plein d'éléments négatifs. Et même si les gens sont à la base bienveillants et peuvent te partager l'info, bah, tu les braques parce que tu les mets mal à l'aise. Parce que... Donc c'est exactement la même chose finalement en entreprise. Et, et je pense que voilà, malheureusement, je pense pas que les ressources humaines aujourd'hui mettent un coefficient élevé aux soft skills. Je pense qu'ils ont des questionnaires, ils posent des questions, mais ils vont aller plus chercher le diplôme, ils vont aller chercher les expériences, et non pas ce que tu en as tiré humainement de ces expériences. Parce que finalement, c'est ça qui est important pour eux. Si je travaille dans une entreprise qui vend du bois et je vais aller travailler dans une entreprise qui vend du café, en rien, mon expérience de bois va les aider. Par contre, le fait d'avoir pu m'intégrer dans un groupe de personnes, d'avoir laissé une bonne image de moi, d'avoir euh, pu marquer mon passage dans la première entreprise ça peut être n'importe quoi, ça peut être professionnellement bien sûr, bon, tu as pu produire quelque chose ou apporter un petit plus, et ça peut être aussi des souvenirs, des choses comme ça que tu as laissées, qui finalement restent gravées dans l'ancienne société et peut-être peuvent inspirer d'autres, et c'est comme ça que les choses évoluent. Ce qui est intéressant en fait dans les soft skills, c'est que, en tout cas pour moi, c'est qu'ils sont accessibles à tout le monde. Ils ne sont pas fermés à telle catégorie de personnes où seul lui est éligible à avoir ces soft skills. Non, les soft skills, on les a tous. Chacun les a dans un axe particulier, mais je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, la chose la plus importante que dans l'entreprise doit rechercher, elle existe chez tout le monde. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que les personnes juste soient conscients de ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Et comment faire pour faire évoluer les skills qu'ils n'ont pas. Et donc, c'est en ayant justement les soft skills dont je t'ai parlé, genre écouter, pouvoir aussi demander l'avis de l'autre. Des fois, c'est important de demander l'avis, on veut faire quelque chose,
Et on ne sait pas, on doit demander un avis. Le fait de partager un avis, tu ne te rends pas compte de la richesse qui s'ouvre à toi. Parce que déjà, en partageant, les personnes vont te faire partager leur expérience ou quelque chose qu'ils ont vu ailleurs. Donc, tu t'ouvres. Et après, tu décides, tu prends la décision que tu veux. Ne partageant pas, en restant cantonné dans son petit coin, on perd beaucoup d'opportunités. Ouais, carrément. En fait, c'est vrai ce que tu dis. En fait, des fois, en entreprise, tu as des entreprises qui vont avoir des plans d'onboarding. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive en boîte, et ben voilà, il va passer voir tous les différents départements, toutes les directions, et on va un peu le prendre en main. Et ça, tu vois, ça a été un peu plus facile quand même. Oui. Tu vois, de s'adapter parce qu'il va faire le tour de tout le monde. Enfin, après, ça dépend évidemment des structures dans lesquelles on est. C'est pas toujours le cas. Après, il est vrai aussi que des fois, tu arrives en entreprise, on le voit, enfin nous aussi, enfin, pour qu'on soit très concret, parce qu'on ne va pas parler dans l'absolu. Mais des fois, tu as des gens qui viennent et qui sont là, comme ils ne sont pas pris en main et qui ne sont pas pris en charge, tu vois, ils restent dans leur petit coin. Et tu as du temps qui va passer, tu peux avoir 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils ne savent pas de quoi le collaborateur qui est dans le même service, sur quoi il travaille et quelle est la priorité du service. Moi, j'ai vu ces choses. Enfin, ça m'est arrivé de le voir. Tu vois, et tu perds énormément en performance. Enfin, on a parlé de croissance, lien entre l'humain et la croissance. Et comme tu as dit tout à l'heure, très bien, tu l'as dit, tu perds rien à aller dire bonjour à quelqu'un et de l'aborder de manière bienveillante et lui poser les questions que tu as envie de poser et tu te mets dans le bain, quoi. Après, voilà, c'est un très bon point que tu soulignes parce que c'est normal que quand on arrive quelque part, et moi ça m'arrive souvent, puisque j'ai fait un peu plus de 10 ou 15 environnements différents. Des fois, c'est des petites missions de 2 mois, 3 mois. Et en fait, c'est toujours la même chose. Quand on arrive, je me mets à la place de quelqu'un qui sort d'école. C'est toujours la même chose. Il y a toujours une sorte de réticence. Les gens, ils te voient au Maroc un peu plus qu'ailleurs, ils se méfient. Est-ce que c'est quelqu'un d'où il vient, Donc, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il mange tout seul? Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas en ton avantage au début. Mais là, c'est là où c'est important, c'est qu'il faut être patient. Quand on arrive, on ne peut pas venir s'imposer comme ça. Et même si on est gentil ou on veut parler à tout le monde, il faut le faire de manière très progressive. Il faut que les gens s'habituent à te voir. Il faut que les gens ne te... comment dire? Moi, j'ai des choses comme ça qui me reviennent. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent le premier jour. Ils sont attendus. Tout le monde, ah, c'est qui? Ouais, où les gens? Les gens, ils parlent. Donc, il y a un sujet. Et lui, il reste dans son coin. Il parle à personne. Et il voit qu'il y a des groupes qui se font. Bon, après, c'est peut-être un peu compliqué. Et il peut, par exemple, genre s'énerver ou dire, c'est quoi ça? Et en fait, il n'a pas encore gagner la légitimité qu'il est déjà en train de... Donc au début, je pense que c'est... Comment t'expliquer? Mais c'est bien de s'intégrer, mais il faut le faire de manière progressive. Il faut que les gens s'habituent à toi. Il faut que tu arrives à ne pas être trop lourd au début, c'est-à-dire, voilà, c'est normal que tu ne saches pas, tu vas aller chez quelqu'un, te déranger, tu sais les règles, des fois c'est des acronymes, on bloque. Tu prends une fiche, tu vois la SCF, la BET, tu sais même pas c'est quoi ces acronymes, et on te demande de faire quelque chose et toi tu es perdu. Donc c'est normal, il faut repérer la bonne personne. Il faut le lien humain, il faut aller chercher Voilà. le contact direct mais aussi. il y a un travail personnel Bien sûr. qui est nécessaire. Des fois, le travail, c'est de ne rien faire, mais juste d'observer. Je pense que l'observation au début, déjà, tu dois savoir qui travaille avec qui, quelle sera mon équipe, dans quelle entité je suis, qui est le boss de l'entité. Ne pas être complètement perdu, juste mettre des noms sur des visages, faire des liens. Voilà. Donc, au début, généralement, tu n'as pas toujours un PC, donc tu as ramené peut-être ton ordinateur personnel, tu dois attendre un petit peu. Tu ne peux pas trop réclamer que tu n'as pas encore de PC. Il faut laisser le temps au temps. Donc toutes ces choses-là font que tu arrives à t'insérer petit à petit. Et plus les gens commencent à te voir et avoir des points communs, plus en général, les gens vont venir vers toi, ils vont te poser des questions. Mais au début, c'est toujours un petit peu compliqué. Et plus, en fait, tu vas te mettre dans le bain et dans la mission de l'entreprise. Exactement. Et tu vas commencer à performer. Là, tu as parlé des nouvelles recrues et des sorties d'école. Mais il y a des gens qui sont... parfois, tu as des gens qui sont en boîte
Et tu vas avoir différentes directions fonctionnelles et tout. Et l'interaction entre les différentes directions, tu vois, dans un objectif de croissance, elle n'est pas toujours optimisée, elle n'est pas toujours là. Et pourtant, tu vas avoir des gens qui sont là, qui bossent ensemble depuis 5 ans, 10 ans, voire même plus des fois. Et la connexion, tu vois, elle est pas au top. Bah oui, bah, effectivement, ça c'est autre chose. Quand tu travailles dans une boîte avec plusieurs entités, en général, chaque entité, c'est une micro-entreprise. Avec son chef, avec son style. Tu as un chef qui est cool, un chef un peu... Donc, en général, un chef cool dans une direction, bah, ça va être plutôt bonne ambiance, bon enfant. Une autre direction où on a un responsable peut-être un peu plus sévère, un peu plus strict, ou voilà, c'est une autre forme de... Donc oui, ça c'est normal. Après, là aussi, tu vois, on va prendre un exemple très simple. Et on va sortir du cas de l'entreprise parce qu'effectivement, tout le monde, c'est pas l'objectif de parler d'un type d'entreprise en particulier. Mais par exemple, ce qui est important, c'est que il faut toujours ne, il faut pas marcher sur le périmètre de l'autre. C'est-à-dire, admettons que, allez, on a une spécialité X et on va aller travailler avec une autre entité qui a une spécialité Y. Et il se trouve que j'ai quelques connaissances sur la spécialité Y. Mais ce n'est pas le sujet. Moi, je représente la spécialité X, par exemple. Et donc, on va aller discuter, on doit partager des idées sur un sujet, où on doit venir avec nos propositions, et ils viennent avec leurs propositions. Euh, Après, non, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais c'est juste pour vulgariser un petit peu. Donc, quand on arrive dans une réunion, déjà, c'est important de pouvoir s'assurer qu'on a compris exactement comment l'équipe se positionne. Avant même de commencer à... Donc, il y a une phrase qui revient, qui revient souvent, et d'ailleurs, ça malheureusement, c'est pas toujours acquis. C'est en anglais, c'est Seek to understand, to be understood. Ça, c'est la fameuse phrase du livre qui sort de Stephen Covey, qui a parlé des 7 traits de caractère des personnes les plus successful dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont en compétences humaines, ces gens-là? En fait, là, pour mettre en avant l'écoute active, c'est ça. C'est qu'en général, notre ego fait toujours qu'on souhaite réagir avant même que l'autre personne ait terminé ce qu'il a à dire. Même si la personne, va dire des bêtises ou va dire quelque chose qui n'est pas cohérent, ne pas le laisser finir et réagir totalement au milieu de la discussion nous décrédibilise complètement. Donc ça, généralement, il y a des frictions qui se font par rapport à ça. Donc, je pense que quand on travaille avec une équipe, déjà, on doit écouter jusqu'au bout leurs contraintes, comment ils veulent procéder, comment ils veulent voilà, collaborer, et présenter, donc, prendre le temps de présenter notre manière de faire, et vraiment montrer cette bienveillance que j'ai dit tout à l'heure, tout au long de cet échange, montrer que la proposition est toujours discutable. On peut travailler de cette manière-là. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à proposer. L'idée, c'est de trouver le bon compromis sans déranger, etc. Ne pas prendre cet air de dire non, c'est comme ça, j'ai vu faire, c'est comme ça que ça marche, etc. Donc, effectivement, pour que dans une même entreprise, pour qu'il y ait deux entités qui travaillent bien ensemble, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance au-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse mettre les intérêts de certains à l'encontre de l'intérêt des autres. Autrement, c'est pas bon. Il faut toujours qu'il y ait de manière sur l'orga, entre parenthèses, il faut qu'il y ait il faut toujours que ça soit, qu'il y ait cette logique de complémentarité et voilà, de synergie, sans qu'il y ait, parce que sans qu'une entité puisse marcher sur les pieds de l'autre, parce que ça crée des petites frictions, ça touche l'ego, et l'ego est notre plus grand ennemi. C'est-à-dire que finalement, voilà, dès lors qu'on nous parle mal ou qu'on nous parle d'une manière un peu, comment t'expliquer, voilà, un peu donneur de leçons, on met l'autre mal à l'aise, il se braque,
il n'a plus envie de partager l'info, il veut des fois même écourter la réunion. Donc ça, c'est le cas extrême. Quand on y met de l'écoute, quand on y met de la synergie, de la compréhension, de l'empathie, en général, l'autre il est un peu plus à l'aise et généralement, on peut plus trouver un terrain d'entente. Voilà, si les deux entités, voilà, cet effet synergie est possible. Après, se mettre d'accord, c'est pas toujours l'objectif, parce que des fois, chacun doit camper sur ses positions. Maintenant, quand il y a de la bienveillance, quand il y a un peu d'humour, que tout se passe dans une bonne ambiance, bah, c'est pas grave, on recale à notre point de main, on essaie d'y réfléchir à tête reposée. La solution n'est pas toujours de résoudre le problème. La solution, des fois, c'est de reporter, de continuer à réfléchir et de dire avec d'autres propositions. Tu vois, ça aussi, ça fait partie de. Je pense un peu de souplesse, ça détend toujours un peu les gens. Surtout que des fois, en voulant gagner un peu de temps, tout le temps, bah, on finit par en perdre ailleurs parce que finalement, il faut tout refaire. Donc, de manière générale, voilà, il faut prendre son temps et ne pas hésiter à, voilà, à donner plus de temps aux gens pour qu'ils puissent vraiment voilà, sortir ce qu'ils veulent sortir ou produire ce qu'ils veulent produire. Voilà, donc l'idée, c'est que tout le monde soit plus ou moins un petit peu voilà, en phase avec la propulsion globale. Donc, Moi, j'aime bien ce que tu dis, en fait, que voilà, chaque direction a son... enfin, en termes d'orga, tu as chaque ouais, département qui va avoir son périmètre et tout, et qu'il ne faut pas marcher sur le périmètre, enfin, les uns sur ceux des autres. Je pense que le leadership, en fait, et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, le management a un rôle à jouer dans le fait de, voilà, de donner un cap, une vision commune qui va fédérer tout le monde, l'ensemble des directions autour enfin, tu vois, d'une target. bien Et sûr. à partir de là, voilà, même le fait que, enfin, en connaissant chacun son périmètre, les gens arrivent à collaborer entre eux parce que, enfin, nous, par exemple, qui sommes sur l'inbound et tout, Oui, et on place, enfin, dans notre manière d'arriver en entreprise, on dit que voilà, on arrive avec une approche holistique où les gens finalement doivent bosser ensemble. On ne peut pas avoir une équipe marketing qui va faire son boulot, une bien sûr, équipe de la DSI qui va faire son job, le bien sûr. commercial son job et les RH qui feront leur truc. Non, il y a un moment, il va falloir qu'ils collaborent tous parce que le but final, en fait, il concerne tout le monde. Il met le main au cintre. Et donc, quand il y a ce leadership et cette vision qui est là, tout le monde, finalement, enfin, ça casse un peu les résistances que tu peux avoir. Mm. Parce qu'il y a un cap, il y a quelque chose, il y a une vision commune. Et ça amène les gens à collaborer entre eux. Mais c'est vrai, comme tu dis, à un niveau plus individuel, enfin, je te fais un feedback sur ce que tu Oui, partages, oui, parce bien que je sûr, le oui. vois aussi, quand, quand on a des gens qui viennent et qui sont effectivement, qui travaillent en mode, oui, moi je fais, par exemple, on va prendre une DSI, Mhm. je vais faire du développement, je vais veiller à la sécurité, je vais travailler avec les différents... je vais faire de la cybersécurité, enfin, tous les Oui, métiers qui sont en lien avec le fonctionnel. Et si je suis concentrée que sur ça, je perds de vue en fait l'intérêt finalement d'autres départements qui vont être le commercial, enfin, la direction absolument. des ventes, la direction du marketing, la direction de la com et tout. Et, euh, et je pense qu'en revenant vers les soft skills dont tu as parlé tout à l'heure, je pense que même au niveau managérial, tu sais, au niveau du middle management, Mm. quand on a des managers qui sont aussi très souples, très flexibles, Oui. très ouverts, très agiles, ça facilite un peu le travail et ça permet aux équipes d'avoir une bonne ambiance entre elles finalement et de faciliter les ponts et les échanges les uns avec les autres. Je suis complètement d'accord. Et en fait, ça dépend de quel type de boîte on est en train de parler. Effectivement, là, il faut. D'ailleurs, les profils sont différents. D'ailleurs, par exemple, quand on va dans une DSI, en général, tu as des ingénieurs très pragmatiques. Euh, voilà, c'est possible ou c'est pas possible. Il n'y a pas de. On peut pas rêver. On n'est pas là pour rêver, pour dire oui, ce serait bien. Un métier, on parle d'un métier, que ce soit dans les fonctions commerciales ou même dans une fonction comme des comptables ou des gens qui font de l'audit. Vraiment un métier qui a une certaine expertise. Bah, euh, les profils sont beaucoup plus axés sur l'amélioration de ce qu'ils font, de leur quotidien, comment ils peuvent mieux faire leur travail. Tu as des fonctions qui sont beaucoup plus, on va dire, binaires. Et donc, je pense que ce rapport de force,
il est essentiel. D'ailleurs, c'est comme ce qu'on voit dans le BTP et avec l'architecture. C'est ce rapport de force entre les architectes qui sont un peu artistes, qui vont aller rêver à un endroit totalement ouvert, avec un ingénieur qui dit non, c'est pas possible, il faut une poutre, sinon ça marche pas. Sauf que c'est en travaillant ensemble pendant des années qu'on a pu faire, et grâce à la persévérance des archis, que voilà, le côté un peu technique a évolué. Et donc, qu'on peut maintenant imaginer des espaces qu'on n'aurait jamais imaginés il y a un siècle ou deux. C'est parce que, justement, les deux métiers, qui sont des profils complètement différents, l'architecte n'est pas censé savoir si c'est faisable ou pas. Il veut juste que ça soit beau, fonctionnel, optimisé, au goût du client. Et voilà, moderne, etc., etc. L'ingénieur, il se dit, est-ce que ça va Ouais, tenir ou pas? un ingé, il est plus structuré de toutes les Et façons. il faut des deux. Je ne dis pas Ouais. qu'il faut Ouais, des carrément, deux. de toute façon, ça peut pas se faire. Mais par contre, si demain, et je sais qu'il y a quelques pays qui produisent des architectes qui sont ingénieurs, parce que c'est plus Oui, pratique, oui, etc., c'est vrai, il y a comme les doubles l'Espagne, je pense. diplomations partout, enfin même en Ouais, France, mais ils l'Espagne, font... je pense En que fait, ce n'est que comme ça. ce n'est que comme Tous ça. les archis sont Oui. ingénieurs. Ok. Et il y a des pays où c'est optionnel. Comme en Voilà, France, je pense, où exactement. tu peux faire les deux. Tu choisis de faire les deux, ouais. Bah, c'est Je sais contre-productif, pas ce puisque qu'il y a au Maroc. Je sais au pas Maroc, je comment. pense que tu peux faire les deux. Ok. Il n'y a rien qui t'empêche. Mais j'imagine, c'est contre-productif parce que si toi-même, qui est archi, tu connais les règles techniques, tu vas te limiter très vite. Tu ne vas pas laisser ta créativité illimitée et attendre qu'un ingénieur te dise non, non, ça c'est pas possible, ça c'est possible, etc. Tandis que si tu as les deux, tu as toujours ce rapport de force qui est des fois très positif, qui permet de créer quelque chose à condition que les rôles soient bien délimités. Après, voilà, une organisation efficace, c'est quand il y a besoin des deux tampons. C'est-à-dire, on a une des questions commerciales, une fonction support purement technique qui va aller réaliser ce que les commerciaux veulent. Par exemple, prenons le cas du CRM, par exemple, où un commercial, il veut voir plein d'indicateurs partout, il veut voir des alertes quand le client, on peut le financer sur quelque chose, ou on peut l'appeler, ou quelque chose comme ça. Donc, il veut vendre. Lui, il est drivé par la vente. Donc, il veut plein de choses, plein de choses, plein de choses. L'ingénieur, il a une architecture technique, il a des possibilités, il a des contraintes, et il a du temps, il a un budget. Et donc, pour qu'un projet puisse aboutir, il ne faut pas qu'on mette les uns au-dessus des autres ou inversement. Il faut qu'il y ait autant d'ateliers possibles, ça dépend de l'urgence, mais que finalement, ils sortent avec des compromis, avec d'abord un petit MVP, donc pour donner la fonctionnalité rapidement, avec des possibilités d'amélioration. Tout le monde est content. Et voilà, sans friction. Par contre, quand on met un métier au-dessus d'un autre, par défaut, l'avis de l'autre, de toute façon, qu'il soit d'accord ou pas, c'est moi qui signe à la fin. Donc, c'est là où l'orga est très importante. Je suis complètement d'accord. Parce qu'il y a des arbitrages à faire aussi et tout. Il faut que tout le monde accepte que voilà, il n'y a pas de solution parfaite et c'est pas que comme ça. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a des profils qui sont... Enfin, ils sont comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'un ingé est un ingé. Enfin, il va avoir besoin de structure. C'est plein de qualités. Oui, parce que voilà, il est très pragmatique, il va droit au but, il maîtrise un petit peu son sujet. Il ne parle pas de quelque chose qu'il ne sait pas. Il ne parle que ce qu'il maîtrise. Donc ça, il y a un côté... tu as d'autres profils qui sont vraiment l'inverse. C'est-à-dire, c'est des rêveurs, c'est des tchatcheurs. Il ne maîtrise pas vraiment, mais il peut se débrouiller. Et j'ai l'impression qu'il faut des deux. Voilà, c'est comme ça que tu arrives à casser le plafond de verre. Et quand on dit ingénieur, l'ingénieur peut très bien développer les autres skills et inversement. Exactement. Tout est ouvert pour tout le monde. Non. C'est une question de skills aussi, de soft skills. Ouais, c'est skills et c'est-à-dire, c'est important de se rendre compte de nos faiblesses. C'est-à-dire, moi, par exemple, je sais que j'ai plein de faiblesses. J'ai des forces. Il faut en être conscient. C'est comme ça que tu arrives à améliorer. Il ne faut pas se dire non, c'est bon, moi. Non, tu n'es personne. Désolé. Tu es peut-être
tu as peut-être un peu d'expérience, tu as vu des choses, tu as tellement de choses à voir, tu as tellement de choses que tu n'as pas vues. Donc, c'est le cas pour tout le monde. Et dès lors que tu es conscient de ça, alors là, c'est... Mais là, pour revenir aux soft skills, en ouais, fait, il faut avoir beaucoup d'humilité pour faire ce travail d'introspection. Parce oui. que, Enfin, humilité, j'aime pas trop ce mot, parce que... ou autre, appelle-le comme tu veux, mais faire un Ouais, travail d'introspection, c'est pas tout le monde qui se remet en question. ouais. Mais c'est parce que, en général, c'est toujours de l'ego. C'est toujours ton ego qui te dit non, tu es le meilleur. Non, c'est toi le meilleur. Oui, c'est bien, je pense, d'avoir des fois confiance, de voir les choses. Mais dans l'absolu, je pense que finalement, on n'est pas, on est toujours moins bon qu'un autre et c'est pas grave. Et bien sûr, mais le parfait n'existe pas. Parfait n'existe pas. Je pense que quand on s'améliore, des fois aussi, le fait de pouvoir, par exemple, il y a aussi un autre sujet qui est important, c'est la communication. Donc, j'ai eu dans mes expériences quelques situations où j'ai travaillé vraiment avec des personnes qui étaient vraiment, on va dire, entre parenthèses, des génies. C'est-à-dire, on devait travailler sur des modèles. Et moi, j'étais juste chef de projet, donc je devais orchestrer un petit peu l'intervention de chacun. Je n'avais pas l'expertise, mais j'avais des experts qui pouvaient voir des courbes avant même de voir les chiffres. Ils voyaient déjà la tendance, ils étaient déjà sur des réflexions. Bon, tabarakallah, incroyable. Et d'où, moi, quand j'ai commencé à travailler avec ces gens-là, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apporter à ce gars? C'est pas possible. Le gars, il a des années d'avance sur nous. Euh, Pourquoi moi? Pourquoi je vais être avec lui? Bon, je peux un peu orchestrer, je peux donner un peu la parole, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était des gens très brillants, mais qu'il y avait aussi leurs lacunes, notamment en communication. C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Et, et moi, je lui disais, excuse-moi, tu peux répéter? Parce que là, oui, non, je pense que j'ai été clair. Et en fait, il ne réalisait pas à quel point, pour lui, tout était clair. Et j'en doute pas une seconde. Mais il n'avait pas l'intelligence émotionnelle pour se rendre compte que son auditoire n'a pas compris un mot de ce qu'il a dit ou qu'il avait réfléchi trop vite. Et pour moi, ça fait toute la différence. C'est-à-dire, oui, tu as l'info. Oui, tu es bon. Oui, tu vas modéliser des modèles incroyables avec des recommandations incroyables. Mais quel intérêt? C'est-à-dire, c'est très bien. Mais par contre, quel intérêt? Il manque le petit pas en plus, Voilà, de faire passer ton il message faut la à... passerelle à monsieur tout le monde, à quelqu'un qui, voilà, qui a besoin qu'on lui explique les choses, qui, même les termes, il les a pas en entier, qui peut faire un blocage. Et donc, avec le temps, on comprend que finalement, les profils sont complémentaires. Et donc, par exemple, il, il est impensable pour lui de faire une blague en pleine réunion. C'est contraire à toutes ses pensées. Alors que des fois, c'est important de faire une petite blague, de détendre un peu l'atmosphère quand il y a quelqu'un qui est en retard. Ça détend, ça met tout le monde en bonne ambiance. Ça crée des fois en sortant juste une petite phrase drôle, ça va permettre à quelqu'un d'autre de rebondir dessus. Il y aura un petit fou rire de quelques secondes et la réunion se passe complètement différemment. C'est-à-dire que les gens sont détendus. Et c'est de ça que je parlais, en fait, Jehan, au début, de cette petite nuance qui change tout. Qui finalement, aujourd'hui, comme tu le sais, il y a ChatGPT. Donc, quel intérêt de me pondre des théories pour étaler ta culture? C'est bon, j'ai ChatGPT. Qu'est-ce que tu vas m'apporter, en fait? C'est vraiment comment on peut simplifier, comment on peut expliquer, comment on peut donner des exemples, c'est ça, en fait, qui fait que la valeur ajoutée enfin, le ressenti de la valeur ajoutée pour le client est supérieur. Et je pense qu'on est dans un changement complètement on est en changement de cap parce que finalement, on se rend compte que avec l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui vont s'automatiser, même les choses les plus compliquées, même les choses qui, je l'ai expliqué tout à l'heure, demandaient une vision, c'est juste des formules mathématiques.
on met des paramètres et il te sort tous les scénarios possibles. Et finalement, c'est les soft skills qui ne sont pas automatisables. Ouais. C'est l'humain. C'est l'humain. Donc, juste pour faire la boucle, l'humain devrait être encore plus au centre euh, de la stratégie de l'entreprise, puisque c'est ce qui va durer dans le temps. Tout le reste, finalement, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis finalement l'utilité est décroissante, puisque mais, voilà, avec le temps, déjà moi, quand je regarde des choses sur Internet, je vois de plus en plus de choses qui sont automatisées, certaines... voilà, maintenant tu peux faire rentrer de l'IA avec toi en réunion et tu as le compte rendu qui est fait automatiquement, tu as des images qui sont produites, tu as des slides incroyables qui sont produites. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le fait de présenter ces slides et surtout adapter la présentation à ton auditoire. Voir s'il y a des personnes, voilà, quelle est la moyenne d'âge, est-ce qu'il y a des jeunes, est-ce que c'est une ambiance cosy où il faut faire des blagues, donc c'est cette lecture de l'environnement, est-ce que c'est le moment de faire une pause quand tu vois que les gens sont plus concentrés et donc tu veux détendre un peu les choses, est-ce que c'est le moment où il faut percuter, donner une information, capter l'attention. C'est des choses qui relèvent de l'humain et qui ne sont malheureusement pas automatisables puisque c'est pas fixe, c'est adaptatif. On l'adapte en fonction de l'environnement. Et donc, je reviens au fait que moi, je dis toujours l'humain, l'humain, l'humain. C'est ça qui fait que une société peut faire de la croissance. C'est dans son recrutement, c'est dans son ambiance, c'est dans le mood. Voilà, quels sont les axes qui font qu'un salarié va évoluer. Bah, si les axes sont au corps de l'humain, si le manager, s'il faut être bienveillant, s'il faut être bon, s'il faut être, je ne sais pas, impertinent, s'il faut casser les codes, etc. Il faut que ces axes-là soient au cœur de la stratégie de cette entreprise. Si c'est pas le cas, si on estime que l'humain, de toute façon, il va venir, il va passer un an, il va partir, voilà, c'est difficile de capitaliser sur ces expériences. Donc, en général, moi, je dis, voilà, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tout le monde. Je continue à dire que tout le monde peut évoluer sur tous les domaines possibles et imaginables, sur la manière de présenter, et sur le langage. Alors, tout à l'heure, on a parlé aussi de langage. Euh, Combien de fois, moi, je suis parti... alors, moi, en général, euh, quand je vais quelque part, par exemple, je vais dans une banque ou je vais à la poste ou peu importe, on peut retrouver des cas, des personnes qui vont, par exemple, vouloir s'obstiner à parler en français. Et tu sens que voilà, ils vont être crispés. On s'en fout du langage. إذا كنتي à l'aise بالعربية هضر بالعربية. إذا كنتي مرتاح تهضر بالعربية والفرنسي هضر بالعربية والفرنسي. C'est pas le plus important. هاد l'époque هادي ديال il faut parler tel langage pour être respecté, elle est révolue. Elle ne sert plus à rien. Plus important maintenant, même dans une présentation malheureusement, quand on fait des prêts, quand on est devant un board, il faut présenter en français. Il faut voilà, c'est pas le but. L'objectif, c'est vraiment maîtriser son sujet, mais voilà, d'être là, d'être à l'aise. Parce que finalement, est-ce que le plus important, c'est pas d'être à l'aise. Je pense que c'est ce qui change toute la présentation. Au-delà du langage avec lequel tu parles, si tu parles en français, ben c'est très bien. Si tu parles en arabe, c'est très bien. L'essentiel, c'est de maîtriser et d'utiliser le langage qui te met le plus en confiance, qui te met le plus en avant. Et comme tu as dit tout à l'heure, voilà, l'objectif, c'est d'être soi-même, continuer à s'améliorer, mais être soi-même. Pas forcément jouer un rôle pour être apprécié, parce que finalement, ça nous rattrape toujours, je pense. Ouais. Bon, moi, j'aime bien ce que tu dis. Enfin, l'humain, c'est vraiment l'ancrage, Mm. effectivement. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, elle est là. Enfin, nous, on dit que la technologie, elle est au service de la stratégie. Mm. Mais l'humain, il reste au cœur de toutes les strates Complètement. d'entreprise, tu vois, que ça soit... Enfin, le client, on le ramène au cœur de l'entreprise.
le collaborateur aussi, tu vois. Ah oui, oui, Parce que c'est complètement. super important. Tu peux pas en fait offrir par exemple une bonne expérience client à l'extérieur si à l'intérieur tout le monde n'est pas coordonné. Si t'as pas la musique ne prend pas, tu vois. Ah oui, oui, c'est sûr. Donc c'est vraiment la base. Et je pense que les gens, enfin les entreprises qui vont vraiment investir dans l'humain, que ce soit le client ou le personnel, enfin les collaborateurs, vont gagner des années Oui, par rapport à la concurrence. Tu vois, parce que la technologie, l'automatisation, c'est des choses qui vont venir. C'est des investissements qu'on va faire pour gagner en efficacité, en productivité. Mais derrière, effectivement, le plus important et la valeur ajoutée, elle est toujours dans l'humain. parce que l'humain, en fait, déjà, une entreprise, on a vu plein de grandes sociétés se casser la gueule. Il y a des boîtes qui étaient tout seules, en haut, qui n'existent plus actuellement. Donc, in fine, c'est quoi? Ça reste de l'ego. C'est non, nous, on a tout, on n'a pas besoin. Non, non, c'est pas ça. Euh, c'est pas ça parce que aujourd'hui, tes collaborateurs, c'est des clients potentiels. En fait, C'est des ambassadeurs, en c'est, fait, c'est- déjà à la c'est- base. en fait quand tu vas dans un resto, tu vois qu'un serveur, il va te dire ah, ça va, شنو تشرب بخير كل شيء مزيان شحال هادي ما جيتي عندنا. C'est très simple. C'est-à-dire, mais tu es bien, tu as envie de rester, tu as envie de revenir demain, c'est rien. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quoi l'image qu'il renvoie? Déjà, il renvoie qu'il est très bien, qu'il est ancien au resto, donc il connaît les clients qui viennent souvent et il a suffisamment de liberté pour pouvoir aborder un client et faire une vanne même, pour rigoler, dire ah, elle est où la petite? Et où est la petite, mon amie qui joue toujours avec moi? Des fois, je vais avec ma fille dans un café. Et donc, il crée ce lien avec le client. Pourtant, on parle même pas de technologie là. La technologie, on s'en fout que le resto, il a un système de comptabilité qui te donne le solde au temps réel. Tout ça, ce n'est même pas sur le chemin du restaurant. Qu'est-ce qu'on garde de ça? C'est vraiment que l'expérience. Et oui, alors effectivement, ce que tu dis, c'est que indirectement, quand tu vas quelque part et que tu vois que la personne, elle prend des initiatives et qu'il n'y a pas forcément de ressemblance, c'est-à-dire, c'est pas que. C'est-à-dire que tu vas aller dans un endroit, tu vas trouver peut-être un directeur très cool, avec une barbe cool, avec un employé peut-être un peu plus sérieux, mais c'est ce mixage qui fait que les gens se tolèrent, il y a une bonne ambiance, on va pas créer un style unique, on va laisser chaque employé s'exprimer à sa manière, par la manière comment il va s'habiller, par la manière comment il va, je sais pas, discuter, rigoler, parler. Donc, donc rien que le fait, c'est comme une petite société finalement. Et il y a des pays où on va, même au Maroc d'ailleurs, il y a des quartiers où on va voir de tout. On va voir, par exemple, tu vas voir tout type de catégorie sociale. Les gens se côtoient, les gens jouent aux cartes. Il y a de la bienveillance. Et ça, c'est les environnements les plus riches parce que on n'a pas besoin de ressembler à telle ou telle manière. On ouvre. Les gens se mettent à l'aise parce qu'ils n'ont pas besoin de ressembler à tel ou à tel. Ils sont eux-mêmes. C'est pour ça qu'on les a recrutés d'ailleurs. Et du coup, ça crée une synergie. Et je pense que c'est au service aussi de la créativité. Les personnes, une fois qu'ils passent un nombre d'années d'expérience, un nombre d'années dans une société, ben, ils ont le recul, ils peuvent proposer des choses nouvelles. Ils vont, comme tu dis tout à l'heure, voilà, ça reste des ambassadeurs. Ils renvoient une image positive. Et donc, c'est la création de valeur, pour moi, enfin, selon ce que j'ai vu. Après, bien sûr, il y a toujours, tout est discutable. Mais pour moi, l'humain reste au cœur de tout ce. Voilà, l'humain reste au cœur parce que, quoi qu'il arrive, c'est comme une plante, en fait. Voilà, en prenant soin de quelque chose, en arrosant, en donnant des promotions, en remerciant aussi. Euh, un environnement bienveillant, c'est un environnement qui reconnaît qu'un employé a été exceptionnel ce mois, qui reconnaît qu'un employé, voilà, il a besoin d'aide. Donc on va essayer de l'aider. Donc cet environnement de bienveillance, toute cette bienveillance-là, elle crée beaucoup de valeur. Parce que on va aller chercher de la richesse chez chacun d'entre nous. Et, euh, et je crois vraiment en ça. Finalement,
chacun, enfin, la richesse, elle est partout. Et c'est en essayant vraiment de mettre les gens à l'aise, de les reconnaître voilà, leur potentiel, leurs efforts, etc., que finalement, voilà, on arrive à en tirer le maximum et les faire évoluer dans la société, faire évoluer la société, etc., etc., etc. Donc finalement, ce travail-là est important, je pense, pour la croissance et donc pour la rentabilité aussi. Super. Est-ce que tu voudrais conclure avec un petit mot? Euh, non, pas spécialement, mais je suis très content en tout cas d'avoir partagé euh, cette expérience. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Et toi. puis, ben, on se dit à bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.